Hello les voyageurs! De retour d'un road trip d'un mois dans les Balkans, je vous partage mon périple en vidéo. Dans cet épisode, je quitte le lac de Bovila pour aller visiter l'étonnante ville de Tirana, la capitale albanaise. Je vous emmène faire un voyage dans le temps à la découverte des heures les plus sombres de l'Albanie communiste. D'abord la pyramide de Tirana qui devait être le mausolée d'Enver Hoxha, le dictateur du pays. Puis la maison aux feuilles, le quartier général de la Sigurimi, la police secrète albanaise. Enfin, les deux gigantesques abris anti-atomiques de la ville, aujourd'hui transformés en musée. Pour ne rien louper de mon aventure dans les Balkans ou pour découvrir mes autres voyages, abonnez-vous à ma chaîne. Likez, commentez et partagez, ça fait toujours plaisir. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Avant de quitter mon superbe spot de bivouac, je pars pour une randonnée matinale qui me conduit à un point de vue imprenable sur le lac de Bovija. Un sentier escarpé mène à un escalier en fer directement boulonné sur la paroi de la falaise. La montée est plutôt raide, mais se fait finalement assez facilement. J'arrive à la passerelle qui surplombe le lac. C'est un des endroits les plus instagrammés de la région. Bon, à mon tour d'accéder à la passerelle. Il y a pas mal de vent et franchement, je ne suis pas hyper rassuré d'avancer vers le vide. Ça y est, je suis sur la passerelle et la vue est tout simplement à couper le souffle. Même si la météo est aujourd'hui très nuageuse, le panorama sur ce réservoir artificiel qui alimente en eau la ville de Tirana est grandiose. Je peux voir en contrebas la piste serpentine que j'ai empruntée la veille pour atteindre mon spot de bivouac. Il n'y a plus qu'à redescendre pour retrouver Bernie, mon fidèle destrier, et reprendre la route. Je quitte cet écrin de verdure, situé à 2 pas de Tirana, pour aller visiter la capitale de l'Albanie. Je redescends la piste serpentine que j'avais empruntée hier soir. La douzaine de virages en épingle m'offre une vue fantastique sur le lac de Bovija. Je traverse le barrage pour redescendre dans la vallée. Bon allez, on accélère un peu. On se croirait dans les montagnes russes. La route goudronnée se transforme rapidement en piste poussiéreuse. Zut, un camion me passe juste sous le nez. Je pense que je vais manger de la poussière.
Le croisement fréquent d'autres véhicules ralentit fortement ma vitesse de progression. Je plains sincèrement les riverains qui habitent aux abords de cette piste. Ils luttent quotidiennement et comme ils peuvent pour éviter d'être étouffés par la poussière soulevée à chaque passage de camion sur la piste. J'arrive à Tirana, la capitale de l'Albanie. Généralement, lors de mes voyages, j'évite les capitales pour me concentrer plutôt sur les espaces naturels. Mais Tirana dégage une atmosphère tellement particulière qu'elle vaut vraiment le coup de s'y attarder. La ville est connue pour son architecture colorée, mêlant les époques ottomanes, fascistes et soviétiques. Dans les années 90, après la chute du communisme et dans un contexte d'affairisme et de corruption, les Albanais les plus fortunés ont construit plein d'immeubles sans aucun permis de construire ni autorisation. Résultat, aujourd'hui la ville est surpeuplée. Elle connaît des problèmes de traitement de déchets, d'approvisionnement en électricité, en eau courante et plus grave encore, une pollution atmosphérique très importante. Malgré tout ça, j'ai vraiment apprécié me balader dans cette capitale insolite. L'essentiel des monuments à visiter se trouve au centre de la ville. Je trouve un endroit pour garer Bernie, ma machine à voyager, et je pars découvrir le centre-ville à pied. Première étape, la pyramide de Tirana. C'était anciennement un musée dédié à la mémoire d'Enver Hoxha, l'ancien dirigeant de l'Albanie communiste. Je monte au sommet de cette pyramide démesurée pour avoir un point de vue panoramique sur la ville. Ce bâtiment de 17 000 m² a été inauguré en 1988. Il devait être le mausolée du dictateur, mais sa dépouille n'y a finalement jamais été transférée. Des gratte-ciel hyper modernes côtoient des bâtiments de l'époque communiste. Des espaces magnifiquement boisés sont ceinturés par une circulation automobile saturée. Le brouhaha de la ville est étouffé par la quiétude des jardins publics. Bref, c'est tout simplement paradoxal et donc déroutant. Après la chute du communisme en Albanie, la pyramide a cessé de faire office de musée. Le bâtiment a d'abord abrité une discothèque, puis durant la guerre du Kosovo, il a hébergé les forces de l'OTAN pour finalement être utilisé par une chaîne de télévision albanaise. Aujourd'hui, la pyramide accueille un centre commercial. La cathédrale orthodoxe de Tirana est la troisième plus grande église des Balkans. Sous l'autorité communiste, toute forme de religion a été bannie en Albanie pendant près de 50 ans. De nombreux édifices religieux, dont cette cathédrale, ont été détruits par le régime dictatorial. Reconstruite, la nouvelle cathédrale de Tirana est surtout pour les Albanais le symbole du retour à la liberté religieuse. Son dôme bleu s'élève à plus de 30 mètres de hauteur. À côté, la tour de l'horloge monte encore plus haut et culmine à 46 mètres. Construite dans les années 30, cette ancienne clinique obstétrique servit, à partir des années 40, d'autres objectifs. Appelée Maison aux Feuilles, car sa façade est couverte de vignes vierges, la bâtisse était en fait le centre secret des opérations de l'unité technique et scientifique de la Direction de la sécurité de l'État. En un mot, c'était le siège de la Sigurimi, la police secrète albanaise. L'entrée coûte un peu plus de 7 €. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et jusque dans les années 90, cette maison de santé hébergeait discrètement le principal centre d'interrogatoire du régime communiste. À l'époque, le droit à la vie privée n'existait pas en Albanie. Pareil pour le droit idéologique ou encore religieux. L'État totalitaire s'immisçait dans la vie privée de chaque citoyen
et décidait de tout. Tous les Albanais étaient constamment surveillés, photographiés, écoutés. Leurs courriers étaient interceptés, puis lus. Les conversations téléphoniques étaient enregistrées, puis retranscrites. Pour le régime communiste paranoïaque et au nom de la sécurité de l'État, l'espionnage était l'arme la plus puissante et la plus précieuse du parti. Pour cet État socialiste, l'espionnage de la population protégeait les intérêts du peuple contre ses ennemis intérieurs et extérieurs. La Maison aux Feuilles est aujourd'hui un musée qui témoigne des techniques coercitives utilisées pendant les heures sombres qu'a connues l'Albanie. J'y découvre le matériel utilisé par la Sigurimi pour épier la population albanaise. Tout ce matériel high-tech pour l'époque était fourni en grande partie par la Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est. Je crois évoluer en plein film d'espionnage. C'est dingue. L'utilisation de microphones pour écouter les conversations privées était pratique courante, tout comme le fait d'entrer dans n'importe quelle maison et à n'importe quelle heure. Si un individu était déclaré ennemi d'État, des répercussions touchaient alors l'ensemble de sa famille. Le magazine mensuel intitulé Au service du peuple était édité par le ministère des Affaires internes. Il disséminait la propagande. Les tactiques répressives de la Sigurimi étaient bien évidemment masquées. Le principal but de la propagande était d'inculquer à la population qu'un ennemi interne et extrêmement dangereux se cachait partout dans la société, aussi bien sur les lieux de travail qu'au sein même de chaque famille. La délation était devenue le sport national. Un Albanais sur 5 aurait collaboré, volontairement ou sous la menace, avec la police secrète. Rien de bien étonnant quand on sait que l'utilisation de méthodes de torture était abondamment pratiquée. Du coup, les procès expéditifs s'enchaînaient. Résultat, plus de 150 000 personnes considérées dissidentes, essentiellement des religieux, des bourgeois ou encore des personnes en relation avec l'étranger, ont été, au mieux internées dans des camps de travail et au pire, condamnées à mort. Les exécutions publiques qui étaient filmées puis diffusées à la télévision ont grandement participé au maintien de la terreur en Albanie. On estime qu'un Albanais sur 10 en aurait fait les frais. C'est le cas de ce pêcheur qui détenait un hameçon de fabrication britannique. Dénoncé par un voisin, il a été condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi. Sa famille n'a à ce jour pas encore retrouvé son corps. Bref, c'est l'esprit chamboulé que je quitte cette tristement célèbre Maison aux Feuilles. Je me dirige vers la place Skanderbeg, le héros national albanais qui s'est opposé au XVe siècle à l'invasion du pays par les Ottomans et dont je vous ai déjà longuement parlé dans une précédente vidéo. Pas de bol, la place est en travaux. J'aperçois vite fait la statue du héros national au milieu des véhicules de chantier. Je fonce visiter l'un des deux principaux bunkers de la ville, reconverti en musée. Le bunker numéro 2 couvre une superficie totale de 1000 mètres carrés. Il est protégé par des murs en béton armé de 2 mètres d'épaisseur. Il a été construit entre 1981 et 1988 pour servir de refuge à la police d'élite et aux membres du ministère de l'Intérieur en cas de guerre atomique. Aujourd'hui, il retrace l'histoire de l'Albanie communiste. L'entrée coûte un peu plus de 9 €. Le musée met en avant les dérives du régime dictatorial. La mégalomanie d'Enver Hoxha, le bourreau du peuple albanais, est le créateur d'une des plus effroyables dictatures du bloc communiste. Les pratiques coercitives de la Sigurimi, la police secrète.
Bref, un condensé que j'ai déjà visité en détail dans la maison aux feuilles. Le bunker numéro 2 est très touristique. Franchement, sauf si vous passez peu de temps à Tirana, mieux vaut le zapper. Allez plutôt visiter la maison aux feuilles qui est un vrai musée. Un peu déçu par ma visite de ce bunker pour touristes, je pars découvrir le château de Tirana qui date de l'époque byzantine. En fait, il ne reste pas grand-chose du château, à part un mur de 6 mètres de haut recouvert de vignes et datant de l'époque ottomane. Le bazar historique accueille aujourd'hui une multitude de magasins d'artisanat et de restaurants plus ou moins traditionnels. L'endroit est tout de même plutôt sympa et me permet de m'y restaurer pour pas trop cher. Je retrouve Bernie, ma machine à voyager, pour me rendre à la périphérie de Tirana, là où se trouve le bunker numéro 1, le bunker présidentiel. Je laisse mon fidèle destrier non loin de la gare du téléphérique d'Haïti Express. Après quelques minutes de marche, j'arrive à l'entrée du bunker d'Enver Hoxha, l'ancien dictateur communiste de l'Albanie. Ma visite du bunker présidentiel débute par la traversée d'un long tunnel creusé dans la roche. Ça rappelle un peu l'accès au Nid d'Aigle, construit par un autre célèbre tyran moustachu. Après m'être acquitté d'un droit d'entrée de presque 10 €, j'arrive dans un parc avec fontaine et aire de jeu pour enfants. C'est carrément irréaliste. J'entre dans le bunker présidentiel. Enver Hoxha, le dictateur stalinien, suivait à la lettre l'idéologie marxiste et léniniste contre son ennemi juré, le maréchal Tito, son voisin yougoslave. Et tout ça avec un soutien sans faille de l'URSS de Staline. Le dictateur coupa les ponts avec Moscou dans les années 50 et se tourna vers la République populaire de Chine de Mao Tse-tung avant de la considérer elle aussi trop éloignée du communisme. Complètement parano, et suite à une visite faite en Corée du Nord en 1964, il était persuadé que des attaques massives et atomiques allaient déferler sur l'Albanie. En conséquence, il projeta de faire construire 207 000 bunkers pour protéger l'ensemble de la population. Dans la réalité des faits, seulement 168 000 bunkers virent le jour. Personnellement, il se fit construire de 1972 à 1978 un bunker de 2685 m² de surface réparti sur 5 niveaux souterrains. Son bunker était exclusivement destiné à accueillir l'élite politique du régime communiste et sa localisation était secrète. Tout un système de décontamination en cas d'éventuelle attaque nucléaire avait été mis en place. Enver Hoxha, le libérateur de l'envahisseur nazi en Albanie, qui s'était alors proclamé leader unique du pays, devient l'un des dictateurs les plus sévères du monde. Pas de compromis, pas d'alliance, pas de divergence, pas d'opposition. Bref, son pouvoir est absolu. L'Albanie est alors considérée comme la Corée du Nord des Balkans. Les 106 appartements du bunker, bien qu'étant relativement spartiates, permettait d'accueillir tous les dirigeants du parti et garantissait ainsi de pouvoir continuer à diriger politiquement et militairement le pays en cas de crise. L'enjeu principal était de pouvoir maintenir, quoi qu'il en coûte, les communications avec les troupes, car sans communication, il n'y avait plus de commandement et donc plus de possibilité de victoire. En décrochant le combiné téléphonique, on peut entendre la voix du dictateur. Sur les murs du bunker présidentiel sont projetés des films de propagande de l'époque communiste. Le centre névralgique du bunker comporte une grande salle de réunion, aujourd'hui reconvertie en salle de spectacle,
mais où à l'époque se réunissait en assemblée le Parlement albanais. Dans les faits, Enver Hoxha, le tyran paranoïaque albanais, n'a jamais dormi dans son bunker. Il ne participa d'ailleurs qu'à 2 réunions de crise depuis l'inauguration officielle du bunker en juin 1984. Aujourd'hui, certaines salles du bunker présidentiel accueillent des œuvres d'art contemporaines. C'est sur ces dernières images que je termine ce 4e épisode de ma virée dans les Balkans. Si j'ai été quelque peu déçu par le trop touristique bunker numéro 2, le bunker numéro 1 vaut vraiment le déplacement. Le visiter est une expérience à la fois passionnante et palpitante que je vous conseille vivement. Retrouvez la suite de mon aventure balkanique dans de prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.